Je vais laisser Esther voilà, lancer la discussion, mais avant ça, je vais prendre peut-être quelques secondes pour vous parler du média du coup pour lequel on travaille. Donc Now You, c'est le nouveau média écologie et environnement de France Télévisions, lancé il y a 2 ans, et on va essentiellement, nous, au sein de l'équipe édito, parler des questions environnementales, climatiques et écologiques que vous connaissez tous aujourd'hui. Voilà. Le changement climatique est là et bien là, on le sait tous. Il suffit de voir les températures que nous avons eues pour ce mois d'octobre. On va surtout faire des articles un petit peu décryptage, voilà, sur plein de sujets divers et variés, et puis surtout aussi vous donner pas mal de clés, de tips pour pouvoir agir au quotidien, et puis surtout voilà, toujours dans un message, dans un esprit un peu positif. On fait aussi plein d'articles sur la pop culture, plein de quiz. Je vous laisse aller jeter un coup d'œil. Donc on publie un article par jour sur notre site, et on est aussi présent sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et TikTok, et Facebook aussi, ouais, non, j'en oublie aucun, ouais. Donc à peu près tous. Voilà, ça c'était pour la petite minute pub. Je pense que voilà, Esther va commencer en vous posant une première question, et puis moi je circulerai voilà, pour donner le deuxième micro pour pouvoir réagir avec nous. Ah ok, d'accord, il y a un troisième micro, c'est nickel. Et bon, bah voilà, on est parti pour 30 minutes ensemble. Je t'en prie, Esther. Bonsoir. Bon, je sais pas comment vous vous sentez après ce film. J'avoue que perso, en sortant de la première séance, la première fois où je l'ai vu, je n'étais pas très clair sur ce qui venait de se produire devant mes yeux. Je voudrais juste commencer par un rappel. Vous avez peut-être vu à la fois au début du film et à la fin que si vous-même ou des proches font face à des troubles du comportement alimentaire, vous pouvez vous faire aider. Donc je vais juste commencer par rappeler qu'il y a des numéros, par exemple le numéro Fil Santé Jeune, le 0800 235 236. Ça me paraissait important de commencer par ça parce que c'est quand même le sujet central à mes yeux. Et puis ensuite, bah, je sais pas, c'est possible de baisser un tout petit peu les lumières en face de nous parce qu'on voit pas du tout la salle. Et d'accord. Ok, bon, très bien. Mais bon, c'est juste. Moi, la première question que j'avais envie de vous poser, le but là, c'est vraiment d'avoir une discussion interactive. Hein, on va pas du tout faire une lecture magistrale. Et la première question que j'avais envie de vous poser et sur laquelle je voulais vous entendre, c'était, nous, on est donc journalistes écolo et c'est en cette qualité qu'on nous a invités ici ce soir. Mais est-ce que d'après vous, ce film, il a un message écolo, en fait? Juste, est-ce que ça, vous le percevez ou pas vraiment? Je ne sais pas si certains veulent prendre la parole. Ne nous laissez pas faire la conversation tout seul, s'il vous plaît. Moi, je vois rien du tout. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir plutôt. Initialement, oui, c'était. Enfin, moi, je ne sais pas du tout que ce film allait prendre cette tournure hyper extrémiste. Et je pense que le message initial, c'est oui, c'est sûr que manger, avoir plus conscience de son alimentation, de voilà des choses avec lesquelles on se nourrit, et notamment la viande ou les aliments transformés pour les industriels. Et il y a beaucoup le thème du capitalisme qui est évoqué. Donc certes, c'est un des sujets, mais je pense que c'est pas le but du film en tant que tel. Enfin, je le ressens pas comme ça. C'est vraiment en termes de santé mentale et de troubles alimentaires où ça pose la question de quelles sont les limites et jusqu'où on peut aller. Et c'est un peu pour nous effrayer. Je suis assez d'accord avec cette analyse. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir là-dessus. Je pense que si c'est filmé, on a besoin de... Bonsoir. Moi, je vais vous faire une réponse. Je suis médecin. Donc, je pense que le thème essentiel du film, c'est que l'alimentation, comme vous l'avez dit, c'est un comportement. C'est-à-dire qu'en fait, le thème essentiel, à mon avis, du film, c'est que notre façon de s'alimenter, notre comportement alimentaire, c'est notre cerveau qui le commande. Donc, là, le film, il est basé sur une dérive sectaire avec des cas d'anorexie. Ça pourrait être une métaphore inverse, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que la dérive sectaire, c'est un lobby alimentaire. Vous pourriez faire exactement la même chose en sens inverse. C'est-à-dire que la base de l'alimentation, à mon avis, c'est une question d'éducation pour chacun de nous. Que cette éducation, elle se fait dès l'enfance, par nos parents,
avec les médecins, à l'école, et que là, ce que vous voyez, parce qu'il y a une dérive, c'est que cette absence de connaissances et cette absence d'éducation permet ces dérives-là. Je ne pense pas que le thème essentiel, ce soit pour moi, hein, dans le ressenti que j'ai, ce soit l'écologie. L'écologie, elle vient après. Évidemment que dans cette éducation, l'écologie va apparaître. C'est-à-dire de combien on a besoin de protéines par jour. Est-ce que c'est forcément des protéines animales ou est-ce qu'on peut les remplacer par des protéines végétales, etc. C'est tout ça l'apprentissage. Connaître les glucides, connaître les lipides, connaître les protéines, savoir exactement ce qu'on mange pour avoir des choix éclairés et pouvoir ensuite échanger sur tout ça. Vous parlez du rapport à l'éducation, c'est vrai que bon, voilà, c'est cette école qui prône un petit peu l'excellence. Voilà, tous les élèves sont... les parents payent très cher pour pouvoir apporter une éducation de qualité à leurs enfants, et puis en même temps on s'aperçoit que en fait, tout au long du film, en tout cas pour les personnes qui vont être le plus impactées par donc, le personnage de Miss Nova, qui est même endoctriné, j'ai envie de dire, sont ceux qui sont le moins, en tout cas, ou sont là où les parents en tout cas sont le moins présents au quotidien. Donc on parle là-dessus, et puis pareil, vous parliez aussi de sectarisme. Effectivement, on va prendre en tout cas, je pense, là le message écologique pour, voilà, ça va être une excuse, en tout cas un prétexte pour emmener ses enfants, en tout cas comme vous le disiez, vers des troubles alimentaires, et puis même vers l'autophagie, comme elle le dit dans le film. Peut-être quelqu'un d'autre. Je crois qu'il y avait une autre main qui se levait devant. Moi, pour le coup, je suis pas médecin. Je suis juste maman, mère de famille de 2 ados et membre d'une épicerie coopérative. Donc, effectivement, l'alimentaire, c'est des valeurs que je transmets à mes enfants. Et je pense qu'effectivement, dans le film, c'est un peu ce que alors, j'adhère complètement à ce que disait monsieur avant moi. C'est, je pense, des valeurs, effectivement, c'est une éducation. Et je pense qu'à travers l'alimentation, on éduque nos enfants, pas seulement à l'éducation, mais à plein de choses autour. C'est d'où vient l'alimentation et qu'est-ce qu'on en fait, effectivement, après, et qu'est-ce que ça donne derrière. J'ai eu le cas dans la famille de gens qui étaient justement anorexiques parce que c'était un combat entre la mère et la fille. Principalement ça. Et effectivement aussi, on voit le pouvoir de l'enseignant sur les enfants, et c'est aussi dû à un manque de communication entre les enfants et les parents, chose qui malheureusement existe beaucoup trop de nos jours. Voilà. Ok, je pense qu'on a fait le tour un petit peu des... Moi j'ai identifié un peu 3 grandes pistes de dialogue, et ces 3 choses que vous avez citées, à la fois le côté surconsommation, décroissance, capitalisme, à la fois le côté santé, éducation, etc., et à la fois aussi les relations à la famille et l'endoctrinement, le sectarisme. On peut partir un peu sur plein de questions à partir de là. Moi, un des angles qui me paraît le plus pertinent pour ce film, et c'est vrai que quand je l'ai vu, on l'a vu cette semaine tous les deux avec Nicolas avant de le revoir ce soir, et on ne s'attendait pas à ça non plus. Mais très clairement, il y a, on l'a mentionné, un endoctrinement, une tendance sectaire. Là, moi, le débat qu'on peut, les faits qu'on peut apporter au débat, c'est qu'effectivement, dans le mouvement écolo, le mouvement écolo, disons, n'est pas complètement étranger à quelques dérives sectaires. Ça a été noté notamment par la Miviludes dans son dernier rapport qui date d'il y a 1 an maintenant, où elle notait... Alors, comment elle disait ça? Dans le rapport, c'était marqué « spiritualisation de l'écologie » ou « écologisation du spirituel ». Et il y avait plusieurs en fait, tendances qui étaient visées. Il y avait à la fois les éco-villages qui en fait, peuvent faire naître des situations à risque de déscolarisation, d'épuisement, de violence, d'escroquerie, etc. Il y avait aussi la tendance du féminin sacré avec...
une forme de rupture avec l'entourage et des gourous, un peu comme on voit le personnage de Miss Novak l'être là, des gourous qui s'incarnent par exemple dans la figure de Miranda Gray avec voilà, des rituels de bénédiction de l'utérus, etc. Mais une figure en fait qui s'approche peut-être encore plus de ce qu'on a vu là, c'est la figure de Thierry Casanova. Je ne sais pas si vous connaissez son nom, mais effectivement c'est quelqu'un qui a été pointé du doigt pour exercice illégal de la médecine et ce genre de choses, et qui promeut par exemple des choses comme le jeûne ou l'alimentation uniquement à base de jus, avec le discours que ça peut contribuer à soigner des cancers. Et ça, c'est quelque chose qui se développe. Il a fait l'objet de plusieurs signalements. Donc je ne sais pas... Voilà, c'est une piste lancée comme ça. Pareil, si vous avez dans la salle des réflexions par rapport à ça, ou si vous trouvez justement, moi, ce que j'ai un peu l'impression devant ce film aussi, c'était de me dire, bah, du coup, c'est pas du tout un message écologique, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on va apporter, du coup, peut-être la nécessité de revoir notre alimentation, on risque de nous renvoyer vers le fait que c'est une dérive sectaire. Est-ce que c'est le message du film? J'en sais rien. Mais voilà, je sais pas, je veux bien recueillir vos avis là-dessus. Oui, j'ai vu une main qui se levait derrière. Oui, non, je trouve que c'est important de ne pas faire l'amalgame, justement, parce qu'il y a pas mal, enfin, pour m'y connaître un petit peu en éco-village, écolieu, certes, il peut y avoir des dérives, voilà, comme dans tout, hein, d'ailleurs, mais le but initial, c'est vraiment de se tourner vers des méthodes, des façons de vivre plus écologiques et plus saines, même pour nous. Mais c'est pas forcément toujours dans ces retranchements-là. Souvent, quand de l'extérieur, on peut avoir une image de ah oui, mais c'est extrême, mais enfin, je pense qu'il ne faut pas juste le rabattre à ça, enfin le ramener à ça. Bien sûr, on parle bien de dérive, hein, on ne parle pas du fait que toutes ces mouvances soient sectaires. De toute façon, à la seconde lecture du film, là, maintenant que je le revois une deuxième fois, j'ai l'impression que le message, en tout cas pour moi, la phrase la plus forte à un moment du film, c'est pourquoi tenter, je sais plus qui c'est, je crois que c'est Miss Novak qui le dit, ou c'est un des élèves, qui dit pourquoi tenter de prouver scientifiquement quelque chose qui visiblement, qu'on voit que ça fonctionne. Je trouve que c'est peut-être l'image, la phrase la plus forte du film, et en tout cas à laquelle on peut rattacher en tout cas à l'écologie et puis à tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment, le réchauffement climatique, tout ça, c'est vraiment de se dire bon bah oui, si en fait clairement aujourd'hui on a besoin de cet avis scientifique, on a besoin de cette approbation du GIEC, en tout cas pour clairement définir ce qui se passe et en tout cas dans quelle direction on doit aller pour pouvoir en tout cas faire en sorte que ça aille mieux. C'est peut-être là justement en fait la différence entre les mouvances sectaires et en fait nous on s'est vraiment retrouvé un peu perturbé devant ce film en se disant ok, mais nous on est censé avoir un discours écolo, là on a l'impression justement de faire des associations qui sont assez étranges, mais peut-être la différence fondamentale elle réside dans cette phrase où en fait quand même l'écologie est basée sur des faits scientifiques prouvés avec un consensus mondial. Plus de 99% des études, si on parle juste du changement climatique par exemple, qui estiment bien que c'est d'origine humaine, etc. Ce qui n'est pas le cas par exemple de jeûner pour guérir du cancer. Voilà, effectivement c'est pareil pour les éco-villages, comme on le disait. Peut-être un autre avis? Je vois pas de main qui se lève. Un autre axe de discussion qui s'ouvrait pour nous et qui se rapproche en fait justement de cette dérive sectaire et en fait de la rupture qu'on voit entre ces jeunes et leurs familles notamment. Et encore une fois, nous on est des journalistes qui traitons des thèmes écolos, donc on va un peu ramener tout ça vers là au fil de nos discussions, mais si vous voulez partir vers d'autres chemins, n'hésitez pas. Mais nous, ce qu'on a
vu aussi qu'il se rapprochait un peu des problématiques auxquelles on est confronté dans notre métier ou quand on traite de ces sujets, c'est typiquement un peu la fracture générationnelle. Donc encore une fois, dans le film, c'est poussé à l'extrême, on va dans une dérive sectaire, mais ça dit quand même quelque chose des relations familiales et d'une fracture générationnelle qui peut y avoir parfois, notamment sur ces questions d'alimentation. L'alimentation, c'est un des sujets. On avait par exemple interviewé pour un de nos articles une spécialiste qui en gros nous expliquait que dans les principaux sujets qui font débat autour de l'écologie, l'alimentation et notamment la consommation de viande et de produits animaux était une des fractures générationnelles. Et je ne sais pas si c'est quelque chose dont certains ici pourraient avoir envie de parler, qui ont reconnu ou qui ont pu s'identifier à des situations, encore une fois, pas autant à l'extrême que présente le film, mais juste d'incompréhension à table entre le changement des habitudes alimentaires de certains quand d'autres ne souhaitent pas changer les leurs. En particulier au niveau familial, je sais que c'est pas toujours simple. Ok. Non, puis même juste sur la prise de conscience écologique, que tu disais, il y a une fracture voilà, entre deux générations sur nos habitudes alimentaires, mais aussi peut-être sur la prise de conscience effectivement qu'il peut y avoir sur ce qu'on est en train de vivre, sur l'enjeu climatique actuel. On voit bien que, par exemple, les jeunes populations aujourd'hui, les jeunes générations souffrent plus d'éco-anxiété que, en tout cas, les personnes âgées, enfin, en tout cas leurs parents. Donc c'est un truc qui revient souvent, en tout cas, au travers de notre communauté. C'est un peu cette incompréhension et puis surtout ce stress, cette angoisse qui, en tout cas, on le voit un peu, je pense, dans le film, peut pousser certains jeunes un peu perdus à certaines dérives. Donc est-ce que ça aussi, c'est peut-être un truc qui, en tout cas, pas peut-être vous personnellement, ou en tout cas dans votre entourage, vous touche ces soucis un peu, genre cette éco-anxiété ambiante si quelqu'un... Je pense qu'on est tous choqués par le film. Il est un peu tard. Ok, il n'y a pas d'obligation de parler si vous n'en avez pas envie, mais ça va être long. Ah oui, j'ai vu une main qui se levait. Oui. Oui, je ne vais pas monopoliser le dialogue ici, hein, non, mais je trouve que c'est important quand même de parler de ces sujets. Et j'en parle aussi parce que je suis dans pas mal d'associations environnementales ou contre la souffrance animale, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens et souvent de jeunes qui se sentent remplis d'une mission de faire la justice. Et c'est vrai que c'est la différence entre faire ce qu'on peut et faire trop. Des fois, elle est fine, quoi. Et c'est vrai que si on est choqué ou qu'on n'accepte pas certaines choses dans la société actuelle, on peut vouloir aller dans ces dérives-là et par exemple, ne plus prendre l'avion, mais je pense à prendre l'avion parce que j'ai parlé il y a pas longtemps avec une amie à moi qui me disait non mais je pourrais jamais, elle concevait pas de prendre l'avion même si il y avait sa famille de l'autre côté. Elle disait il y a quand même un certain équilibre à trouver et des fois on est dans un monde, on fait partie d'un système et on peut pas s'extraire du système tout simplement. Faut faire, je pense que la morale c'est juste faire ce qu'on peut, avoir conscience des enjeux et de notre mode de vie, de notre mode alimentaire, de ce que ça implique, mais pas aller dans des extrêmes. Je pense que ou aller trop vite, tout simplement, ce serait malsain et c'est pas pérenne. Tout à fait. Mm-hmm. Je crois, si c'est possible de faire passer le micro vers l'avant, il y avait une main qui se levait juste là. Mais effectivement, oui, ça nous ramène à une certaine question de être écolo, qu'est-ce que ça veut dire. Bon, ça sera un débat très méta, un peu plus long que ce qu'on a comme temps. Mais effectivement, oui, je crois que c'est la dame. Oui, c'est dans ce rang-là, oui. Alors, je voulais parler du sujet concernant
l'influence que peut avoir certaines personnes sur des adolescents ou des personnes en difficulté, ou au contraire ils utilisent cette faiblesse pour mieux les attraper et les endoctriner clairement. Mais après je trouve aussi que l'écologie c'est bien, mais dans certains contextes ça peut être un peu extrême, dans le sens où là on a parlé du sujet là de l'avion, que certaines personnes préféraient utiliser d'autres moyens de transport, par exemple le train, mais en vrai il y a des personnes qui ont tout le temps le train pour faire des longs trajets, et d'autres qui prennent une fois l'avion pour une fois limite dans l'année. Pour moi c'est en fonction de l'utilisation, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on prend une fois l'avion que ça y est, on a détruit un continent, quoi. Non, effectivement, c'est pas un vol qui va faire ça. Le problème aujourd'hui avec l'aviation, il est un peu plus large, c'est-à-dire que ça se développe, c'est en croissance. Et en fait, justement, tout à l'heure, quand je vous parlais de fracture générationnelle et que je disais que l'alimentation était l'un des sujets sur lequel il y avait cette fracture générationnelle, on identifie effectivement que les jeunes, ils vont plus être concernés par le changement climatique, les modes de déplacement et l'alimentation, par exemple, alors que les personnes cinquantenaires et plus vont plus être concernées par les catastrophes environnementales, météorologiques, le gaspillage alimentaire et le tri des déchets. Et en fait, ce qu'il faut bien avoir conscience dans ce débat-là, parce que ce qui se crée à ce moment-là, c'est des invectives. Oui, mais toi tu fais ça, mais regarde, tu fais mal ça, alors que moi je fais ça, donc en fait c'est moi qui ai raison. Une des solutions pour résoudre un peu ce conflit-là, c'est de se rapporter aux ordres de grandeur. Et typiquement, une personne qui va prendre 10 fois le train dans l'année, elle aura toujours pu polluer moins qu'une personne qui va prendre juste une fois l'avion dans l'année, parce que le carburant qui est utilisé pour les avions, tout simplement, est beaucoup plus polluant en termes d'échelle que le carburant du train. Mais ce genre de choses se rapporte tout à fait, par exemple, si on en revient à l'alimentation, à des parents qui vont dire « Oui, mais regarde, toi, tu tries pas tes déchets à leur, j'en sais rien, ado ou jeune adulte qui vient d'emménager tout seul. » Et le jeune qui va répondre « Oui, mais je mange pas de viande. » Et encore une fois, là, il y a un ordre de grandeur à remettre au centre, c'est-à-dire que, techniquement, ne plus manger de viande mais ne pas trier ses déchets, si on regarde uniquement d'un point de vue de l'empreinte carbone, c'est plus efficace que de continuer à manger de la viande mais de trier ses déchets. Donc voilà, c'est toujours des ordres de grandeur comme ça qu'il faut garder en tête, mais qui sont sujets à conflit et à débat, et c'est normal. Puis après, je pense, moi, plutôt à titre personnel, mais je pense que d'un point de vue un peu plus philosophique, le fait de se renvoyer un petit peu la balle sur ce genre de sujet ne fera pas forcément avancer les choses dans le bon sens. Et effectivement, il y a des gens qui vont avoir des pratiques, parler d'avion, d'aller voir une personne, la personne tout à l'heure parlait d'aller voir sa famille à l'autre bout du monde. Alors effectivement, c'est des choses qui, sont logiques. On n'a pas tous les mêmes vies, on n'a pas tous les mêmes passés, les mêmes backgrounds, mais c'est aller tous dans le même sens. Et effectivement, se dire j'ai ce côté-là de pouvoir prendre l'avion, en tout cas devoir prendre l'avion plusieurs fois. Peut-être même une fois par an pour aller voir ma famille. Je vais essayer d'aller compenser en tout cas par d'autres choses. Je pense qu'encore une fois, c'est une question de prise de conscience un petit peu plus collective, et c'est comme ça en tout cas que ça pourra ne qu'aller mieux. Pardon. Et c'était très juste ce qui était dit justement tout à l'heure sur le fait qu'on vit dans une société qui fonctionne d'une certaine manière et qu'il est très difficile de s'en extraire, ou en tout cas qu'il est impossible même d'avoir un comportement complètement vertueux. En fait, aujourd'hui, c'est pas possible, et cette réflexion était très juste. Moi, ce que j'ai un peu retrouvé dans ce film, c'est comme vous disiez, des fois il y a certaines dérives de l'écologie qui fait que, par exemple, on a Emmanuel Macron et Brigitte Macron qui reçoivent Greta Thunberg, qui arrive, on lui fait des ponts d'or, alors qu'au même moment on mettait les lycéens de Mantes-la-Jolie à genoux pendant 2 heures
avec les flics qui étaient là pour humilier les gens et que on détruit les hôpitaux, on détruit la société, on l'ubérise et après on vient faire des ponts d'or à des gens et puis on vient vous dire ah vous consommez trop, ah là là faut manger moins de ci, faut manger moins de viande, faut pas prendre l'avion pour aller voir votre grand-mère qui est en Guadeloupe et c'est ce que j'ai vu un peu dans le film, c'est une façon un peu de grâce à l'écologie, dont on se met tous ensemble autour d'une table. Oui, c'est pas bien le réchauffement climatique. Et puis à côté de ça, on laisse passer tout un tas de choses. On détruit la SNCF par exemple, on détruit les services publics et puis après on dit ah voilà l'écologie c'est important hein. Oui vite il faut inviter Greta Thunberg parce que ça fait bien et parce que elle est médiatique. Voilà. Je pense que Greta Thunberg serait assez d'accord avec ce que vous venez de dire, parce qu'en réalité, beaucoup dans le mouvement écolo déplorent justement la différence entre les discours et les actes, notamment des gouvernements. Hein, et c'est des messages qu'on entend beaucoup, par exemple, dans les COP, ces grandes réunions qui réunissent tous les États pour plancher sur des sujets comme la biodiversité, le changement climatique, la désertification. Mais effectivement, c'est très juste ce que vous disiez. Et là où c'est vrai aussi, c'est qu'on ne pourra pas faire, enfin il y a beaucoup de recherches qui le montrent aujourd'hui, qu'on ne pourra pas faire justement rendre acceptable une certaine évolution de la société vers des modes de vie plus vertueux sans, entre guillemets, quelques contreparties, sans accompagnement et sans intégrer vraiment la question sociale dedans. C'était déjà ce qui s'est passé au moment de la crise des Gilets jaunes, hein, où c'était une mesure censée être écologique, mais qui était perçue comme injuste. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on a beaucoup de mouvements écolos qui réclament, plutôt que de taxer le carburant pour les voitures, de taxer, par exemple, le kérosène pour que ce soit justement plus juste socialement. Et que ce ne soit pas les gens qui ont besoin de leur voiture tous les jours pour aller travailler qui soient les plus pénalisés, mais peut-être ceux qui partent en week-end à Rome ou j'en sais rien. Même si on est d'accord, bien sûr, si sa grand-mère habite en Guadeloupe, c'est pas plus mal de pouvoir aller la voir quand même. Mais effectivement, il y a énormément de débats aujourd'hui sur comment intégrer ces questions sociales. Et moi, je trouve que cette dernière année, on a quand même vu une forme de convergence. On l'a vu au moment de la réforme des retraites ou dans les manifestations. Il y avait aussi les mouvements écolos. Parce qu'il y avait aussi une question écologique hein, dans cette réforme des retraites, parce que ça promeut finalement ça pourrait en tout cas tendre vers un modèle de retraite privatisé. Et on sait aujourd'hui que ce type de retraite, en fait, finance ces fonds-là, contribuent à financer les énergies fossiles qui sont la cause du changement climatique. Donc, tout ça pour dire, c'est effectivement des sujets qui sont très liés et c'est évidemment normal d'exiger que les actes et les paroles soient alignés sur le sujet. Peut-être une autre réaction, oui. Ça s'entend. Oui. Alors, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, enfin, moi par exemple, je me considère être une personne éco-consciente. Cependant, par exemple, j'ai pas arrêté de consommer de viande. Et comme ce qui a été évoqué tout à l'heure, enfin, il n'y a pas de mode de consommation éthique dans le capitalisme. Genre, quoi qu'on fasse, même si nous tous, on se met à arrêter de manger de la viande, à trier nos déchets demain, au final, ça sera trop tard, parce qu'il faut s'attaquer à, justement, nous, à notre petite échelle, les changements qu'on fait dans nos vies, au final, ça a un impact, certes, mais pas suffisant pour empêcher l'avenir, quoi. Je te recommande un de nos articles justement à base qui parle de la consommation, de la surconsommation et du système, en tout cas, oui, effectivement, du capitalisme et des idées écologistes. Et en tout cas, pour endiguer la lutte contre le changement climatique, je pense que ça répondrait pas mal à tes questions parce qu'il est assez complet, mais je te laisse rebondir si tu veux, c'était pas de souci. Non, mais c'est très intéressant parce qu'effectivement, nos changements de comportement individuels, ils ont un impact, mais ils ont un impact qui est limité. Il y a une étude du cabinet Carbone 4 qui s'est penchée sur ce sujet-là. Il faut savoir que
aujourd'hui, on estime, c'est des chiffres arrondis, hein, mais on estime aujourd'hui qu'en France, l'empreinte individuelle qu'a chacun de nous, en moyenne, sachant que c'est différent et notamment le revenu des gens influe beaucoup sur exactement combien ils polluent. Mais en moyenne, on estime qu'on pollue autour de 8-10 tonnes par personne et par an. Là, on va se baser sur 10 pour que ce soit plus simple. Mais à l'avenir, en fait, il faudrait, pour respecter les objectifs qui sont fixés par l'accord de Paris et pour limiter en gros le réchauffement climatique à plus 1,5 degré, ce qui est la limite fixée comme OK, on va réussir à pas avoir trop de dégâts et trop de catastrophes, il faudrait qu'on réduise notre empreinte carbone à 2 tonnes par personne et par an. Donc, il y a une différence de 8 tonnes, de 80, donc il faudrait réduire de 80%. Et en fait, sur ces réductions, il y a ce cabinet Carbone 4 qui a fait une étude et qui a démontré qu'on pourrait, avec des comportements qu'ils ont appelés héroïque, c'est-à-dire si vraiment on faisait tout à la perfection, végétarisme, ne plus utiliser de voiture ou alors seulement en covoiturage et seulement pour les trajets où c'est vraiment pas possible de faire autrement, ne plus du tout prendre l'avion, enfin vraiment c'est ça qui s'appelle les comportements héroïques, c'est qu'on peut réussir à atteindre une baisse de 20% de notre empreinte carbone, qui peut monter jusqu'à 40-45% si on fait des choix encore plus forts qui nécessitent des investissements comme rénovation thermique de nos logements ou changer nos économies de banque pour qu'elles soient dans des endroits où, dans des banques qui ne financent pas les énergies fossiles par exemple. Mais le reste, en fait, ça ne peut pas s'accomplir sans changement structurel qu'on ne peut effectivement pas décider à notre échelle individuelle. Et donc, la conclusion de cette étude-là, en tout cas, c'était de dire il faut effectivement une combinaison des deux pour qu'on réussisse à résoudre ce problème-là. Après, est-ce que c'est faisable dans un système capitaliste ou pas? Je pense qu'il y a beaucoup de débats à avoir. Mais en tout cas, là, c'est très intéressant d'en parler. Merci beaucoup. Ça a plombé tout le monde, le capitalisme. Ouais. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent réagir là-dessus. Sinon, on voulait peut-être juste vous partager, parce qu'il y a quand même, justement, on parle capitalisme, surconsommation, etc. Dans ce film, c'est un des arguments qui est donné par les jeunes régulièrement. Donc on voulait peut-être juste vous redonner quelques chiffres sur ce sujet-là, et notamment au sujet de l'alimentation. On a travaillé récemment sur le gaspillage alimentaire et il y a quelques faits qui sont assez intéressants et voire un peu choquants sur le sujet. Là, je vous propose de le faire un peu sous forme de quiz. J'improvise. Allez, c'est parti. On a plusieurs fun facts qui sont pas toujours très fun en réalité, mais voilà, sur le sujet du gaspillage alimentaire. À votre avis, si le gaspillage alimentaire était un pays, il se classerait où dans le classement des pays les plus émetteurs de gaz à effet de serre? Est-ce qu'il serait 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 On parle bien du gaspillage alimentaire mondial, pardon. Oui, on parle dans le monde. Hein. Donc si on prend toutes les émissions carbone dues au gaspillage alimentaire, où ça se placerait dans le classement des pays les plus émetteurs, d'après vous? Ouais. On a entendu une réponse. Bah, allez-y, oui. Je pense, dites comme ça. Ok. Position numéro 1 là-bas. Donc le gaspillage alimentaire représenterait le premier pays émetteur de gaz à effet de serre. Qui dit mieux ou moins bien du coup, parce que dire mieux que 1 c'est difficile. Allez, vous pouvez juste le dire fort, parce que là on va pas faire circuler le micro pour que tout le monde donne sa réponse. Ok, bon, on va vous donner juste la réponse. La réponse c'est 3e. 3e pays, parce qu'en fait on est à 8-10% des émissions mondiales qui sont liées à ça, et ça se classerait du coup derrière la Chine et les États-Unis. Voilà, ça c'est un premier fait, donc c'est quand même assez énorme. Est-ce que vous savez en France combien de kilos de nourriture on jette par personne et par an? Par personne. Par personne, c'est pas en tonnes du coup. Heureusement. Qui pense que c'est 30 kilos? Allez, à main levée.
Qui pense que c'est 40 kilos? 50 kilos? C'est 30 kilos. C'est 30 kilos. On est à 29, voilà, on va être à 29. Et puis si on prend en compte en fait tout ce qui est pris en compte par la chaîne de production, c'est-à-dire voilà, le transport des denrées, la transformation, les invendus, l'emballage, tout ça, on va effectivement monter à beaucoup plus. Je n'ai plus le chiffre en tête, je suis désolé, pourtant on en a parlé il n'y a pas longtemps, mais voilà, on est à 30 kilos par Français et par personne par an pour le gaspillage alimentaire. Au total, c'est un tiers de la nourriture produite qui est jetée. Si on prend dans le monde entier, un tiers de la nourriture est jetée. Et ça donne aussi, ça ouvre aussi d'autres perspectives parce que ça veut dire aussi qu'on a presque un tiers des terres qui sont cultivées pour rien, puisque la nourriture finit perdue à un moment dans la chaîne entre la récolte en fait et nos frigos. Alors qu'on pourrait se dire en fait que c'est 30% de terres qui sont du coup cultivées pour rien. Si on décidait de ne plus les cultiver pour rien parce qu'on réduisait le gaspillage alimentaire et qu'on ne produisait que ce dont on avait besoin, là où je veux en venir, c'est que c'est un levier intéressant parce qu'on pourrait faire autre chose aussi de ces terres-là, comme par exemple régénérer des écosystèmes qui pourraient contribuer à absorber le CO2 qu'on émet. Donc c'est un peu pour remettre en perspective ce sujet du gaspillage alimentaire et de l'alimentation en règle générale qui est encore plus puissant que ce qu'on a souvent en tête. Moi j'avoue quand j'ai fait cet article et que j'ai découvert que quasiment un tiers des terres étaient cultivées à perte, j'étais assez surprise et choquée. Voilà. Je crois que voilà, je peux rajouter juste aussi la question de l'eau, effectivement, puisque comme vous le savez, l'eau sert à transformer pas mal d'aliments donc tout au long du système de production. Donc là aussi, on est sur des pertes assez importantes. Voilà, donc pour une ressource qui n'est pourtant pas illimitée, comme vous le savez. Voilà, c'était le petit instant déprime, désolé. On va arriver vers la fin de ce débat. Est-ce qu'il y a des réactions, des gens qui voudraient conclure, donner une autre perspective qu'on n'a pas encore abordée? Je vois vraiment pas la salle, donc n'hésitez pas à crier si vous voulez parler, car je ne vous vois pas. Je ne crois pas. Okay. On va vous laisser prendre le dernier métro, après vous n'en aurez plus. En tout cas, merci beaucoup d'être resté un petit peu avec nous à la fin du film. Et puis, merci. Et puis du coup, comme on vous l'a dit, voilà, comme je vous l'ai dit en début de séance, enfin en début de débat, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, du coup, donc Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, et puis à nous lire. On publie un article par jour sur des sujets divers et variés. Je suis sûr que vous trouverez votre compte. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne soirée.